a pris feu ce matin aux environs de 6 heures. Les flammes parties de l'intérieur ont ravagé un important rayon constitué de cantines et de tables. Les sapeurs-pompiers débordés par l'ampleur de l'incendie ont été secourus par les commerçants et autres riverains. Les dégâts matériels sont déjà estimés à plusieurs millions de francs CFA. Une enquête sera menée pour déterminer l'origine du sinistre. Lamine Ba. Panique générale. Les flammes, parties du centre du marché, ont ravagé un rayon important de cantines méconnaissables après le passage de l'incendie. Les sapeurs-pompiers, impuissants devant l'ampleur de l'incendie, ont été secourus par les commerçants et autres riverains qui puisaient de l'eau dans des seaux et autres bassines pour participer à l'effort de maîtrise du feu. Pendant ce temps, les commerçants dont les cantines étaient encore épargnées tentent de sauver leurs marchandises en évacuant les bagages hors de la zone de l'incendie, obstruant ainsi les voies d'accès. Les victimes, abattues par l'ampleur des pertes subies, n'ont que leurs yeux pour pleurer. Modou Gueye, vendeur de tamarin, a perdu beaucoup d'argent. Rien n'est sorti. Il n'y a que les condiments qui restent ici. J'ai perdu plus de 7 millions de francs CFA. Damdien, lui aussi, a tout perdu dans l'incendie. Il indexe la responsabilité des autorités dans le refus d'aménager le marché pour dégager des voies d'accès en cas d'incendie. Les sapeurs n'ont même pas de voie d'accès. Ici, c'est du n'importe quoi. On laisse les gens faire ce qu'ils veulent. On doit réglementer tout ça. Pour l'heure, impossible d'évaluer l'ampleur des dégâts selon lui. Il y a beaucoup de dégâts. Il faudra attendre après pour pouvoir évaluer l'ampleur des dégâts. Après plusieurs heures de lutte avec les flammes, les soldats du feu sont sur le point de maîtriser l'incendie. Le marché Saint-Maur prend ainsi feu 5 ans après celui de Tilienne. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le délégué du marché explique les raisons de l'ampleur de l'incendie. Selon Ali Sissé, les premiers commerçants arrivés sur les lieux de l'incendie étaient plus préoccupés à sauver leurs marchandises qu'à éteindre les flammes. Il ajoute que les commerçants qui se sont installés de sorte à bloquer toutes les issues du marché ont une grande part de responsabilité dans les difficultés d'intervention des secours. Il est avec Lamine Ba. Ce qui a davantage donné de la force aux flammes, c'est dû au fait que les premiers arrivés au marché étaient des commerçants. Ils étaient plus préoccupés à sauver leurs marchandises qu'à faire face au feu. Si les premiers arrivés ici s'étaient attaqués aux flammes, on aurait eu moins de dégâts. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de dégâts. Beaucoup de cantines sont parties en fumée. Il ne reste rien non plus du principal hangar du marché. Je ne peux pas pour l'instant vous dire avec exactitude l'estimation des pertes, mais il faut retenir qu'elles sont énormes. S'agissant des difficultés que les sapeurs ont eues pour accéder au marché, la responsabilité elle est partagée. Les commerçants sont au premier plan parce qu'ils ont occupé toutes les issues. Et là, ça a posé énormément de problèmes parce que les interventions n'ont pas pu se faire comme ça se devait. Auparavant, les véhicules avaient la possibilité même d'accéder à l'intérieur du marché. Mais vous constatez de par vous-même que ce n'est pas possible en ce moment. Et pourtant, nous avions alerté sur cette situation, mais les gens ne nous ont pas écoutés. Aujourd'hui, on vit les conséquences de cet état de fait. À 12h05, parlons maintenant de cette grève du syndicat des travailleurs de la justice. Au palais de justice, certains usagers rencontrés sont complètement déboussolés, surtout ceux venus de l'intérieur du pays. Pour d'autres, tout marche à merveille, leurs préoccupations étant bien prises en compte. Le Sud-Just déplore ce qu'il qualifie de sabotage de la part du ministre de la fonction publique concernant un projet de décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice. Salimata Ao a fait un tour au palais de justice ce matin. Voici son reportage. Non, celui qui va faire ça, la dame là, n'est pas venue encore. Il y a trop de monde là-bas. Permis de visite, casier judiciaire, entre autres paperasses. Certains usagers du tribunal de Dakar sont obligés de rentrer bredouille. La grève du Sud-Just a occasionné des couacs. La main triste, Astou n'aura pas de permis de visite. Elle va retourner à Joal, les mains vides. Abdou Diop, lui, déplore le manque de communication. Parce que ils sont en grève.
bon ñenn ñi dañuy ñëw déposer casier judiciaire wala certificat nationalité léeg-léeg bu ñu ñëwee sax ñu ne gars yi sont en grève xam nga ne neexul dëgg fii tribunal warul am ay xaar wala ma dem ba ñëw. Le travail doit continuer du lundi au vendredi. Le brouhaha habituel règne au palais de justice. Cet usager a été bien traité. Il ne savait pas que le Sytjust est en grève. Moi, je suis venu et j'ai été bien reçu et j'ai été bien traité avec une bonne diligence. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a un certain professionnalisme. Peut-être que aujourd'hui, c'est les personnes sur lesquelles je suis tombé, mais en tout cas, j'ai été très bien reçu. Les avis sont partagés. Certains usagers demandent aux syndicalistes et à l'État de trouver des solutions, car pour leurs différends, ce sont eux qui en pâtissent gravement. Salimata, venons-en maintenant aux élections générales de représentativité syndicale prévues le 12 décembre prochain sur l'ensemble du territoire national. À Fatick, le collectif d'organisation syndicale dénonce la façon dont les bureaux de vote sont érigés dans le département pour les élections de représentativité. Les bureaux sont concentrés dans la commune de Fatick et cela peut empêcher beaucoup de travailleurs de venir voter. Le collectif des centrales syndicales du département de Fatick considère cette situation comme une injustice. Écoutons Ibrahima Ndiaye. Depuis le 27 novembre passé, nous avions été donc conviés à une réunion par le préfet de Fatick. Alors au cours de cette réunion maintenant, il y avait un point d'achoppement parce qu'il s'agissait de parler maintenant de l'élargissement de la carte électorale. Il s'est trouvé que maintenant, ce jour-ci, nous avions constaté que le préfet avait déjà confectionné donc les bureaux de vote. Il s'agissait de deux centres, le centre de Saliba et de Mayeko, où il a concentré 21 bureaux de vote. Si ça passe, ça serait une catastrophe parce que tous les militants qui sont éparpillés un peu partout, que ça soit dans la zone de Diakhao, dans la zone de Niakhar, dans la zone de Diofior, Fimela et autres, n'auront pas la possibilité de voter. Donc ils seront exclus. L'article dit que partout où il y a 100 électeurs, il faut un bureau de vote. L'article dit encore que quand, par exemple, il s'agit de ce vote-là, c'est les acteurs, nous qui sommes les centrales syndicales, qui devons proposer. Alors, si cela passe, beaucoup de nos militants seront laissés à l'ad et nous ne pourrons pas et nous pourrons pas voter. Les choses vont devoir changer, sinon il n'y aura pas d'élection. Les propos d'Ibrahima Ndiaye du collectif des centrales syndicales à Fatick au micro d'Aminata Goudiaby. Restons sur la campagne des élections de représentativité des centrales syndicales. La CNTS-FC entend unifier les mouvements syndicaux dispersés. Son secrétaire général, Cheikh Diop, regrette la situation de la campagne arachidière désastreuse des années précédentes. Selon lui, le manque de graines et la situation précaire des travailleurs doivent cesser, d'où la nécessité de préserver la production et la consommation de la Sonacos avant l'exportation. Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC au micro d'Alima Toussar. Aujourd'hui, nous sommes en pleine campagne arachidière. Là, pour ce que représente la Sonacos dans ce pays, un pays hautement arachidier, une forte production, nous pensons que ce qui s'est passé durant les précédentes campagnes ne doit plus se reproduire. Il est vrai que nous ne plaidons pas de vivre en autarcie. Aucun pays ne peut vivre en autarcie en cette mondialisation. Mais il y a un minimum de protection de nos unités industrielles. Aujourd'hui, la Sonacos, nous ne pouvons pas accepter que la Sonacos manque de graines pendant qu'on exporte. On ne peut pas accepter que des milliers et des milliers de travailleurs de la Sonacos soient précarisés faute de graines. Ce n'est pas possible. Nous devons préserver la production, la consommation de la Sonacos avant d'en exporter. Ça, c'est une exigence que la synthèse forte du changement pose. On ne peut pas accepter que des milliers et des milliers de travailleurs soient précarisés par faute de graines, tout simplement. La Sonacos doit fonctionner 12 mois sur 12 avec une production de graines suffisante pour pouvoir assurer la consommation interne et même son exportation, mais surtout assurer les emplois de la Sonacos, de l'ensemble des huiliers. La synthèse force du changement, une fois leader du mouvement syndical, va s'atteler à cette situation pour que le mouvement syndical sénégalais se consacre à des revendications de conquête et non à des revendications de restitution. Nous allons nous consacrer également à réunifier le mouvement syndical qui est fortement dispersé, mais à réconcilier ces entités, parce que le mouvement syndical, contrairement au corporatisme, repose sur des fondements idéologiques. RFM, l'actualité politique.
braquage ce matin sur l'axe Biti-Mongon, c'est dans le nord Xinjiang. Des assaillants se sont attaqués à un véhicule de transport en commun en ouvrant le feu sur des passagers qui étaient à bord. Le bilan fait état de 4 blessés, tous admis au centre de santé de Djouloulou. L'armée est intervenue pour amener la sécurité dans la zone. L'information vient de nous parvenir, nous y reviendrons bien naturellement. À présent, notre dossier de ce midi sur l'international libéral avec l'appel de Macky Sall à conserver le pouvoir. Prétexte pour nous, pour chercher à en savoir davantage, cet appel va-t-il être entendu? Si oui, comment les acteurs politiques concernés devront opérer? Par exemple, le PDS pourrait soutenir Amadouba, le candidat de Benno Bokk Yakaar. Mohamed Ali Mouba décrypte les scénarios possibles. Des discussions sont entamées entre états-majors politiques, mais Ibrahima Bahoum n'envisage pas pour le moment des retrouvailles. Le premier tour, Benno Bokk Yakaar, le PDS, chacun ira sous sa bannière. Je ne le vois pas, je ne peux pas l'envisager et ça m'étonnerait que cela puisse arriver parce que sinon il n'aurait pas besoin de déposer une caution. Sauf maintenant si demain évidemment on décidait de recaler sa candidature et à ce moment-là il n'irait même pas avec Amadouba. Je pense qu'il irait encore se dire bon très bien, il continue encore à me faire injustice. Bon, il doit se retirer définitivement, en tout cas au moins pour 2024. Non, je ne vois pas ce scénario-là. Au second tour, c'est plus ouvert. Là, ça dépendra de celui qui est en tête de Bolton. Babacar Dione, journaliste, directeur de publication de l'I Quotidien. Parce qu'en dehors quand même de l'APR, qui est la locomotive de Benno, mais PDS, en tout cas dans cette entité d'obédience libérale, Karim Wade est le plus mieux placé, en tout cas est le mieux placé. Maintenant, il est dans une logique d'aller à une élection présidentielle et j'ai pas encore très sincèrement vu de signaux dans ce sens qui me prouvent que des négociations sérieuses sont en cours pour empêcher à Karim Wade d'aller au-delà. Je crois que les négociations, pour moi, devraient être plus sérieuses après l'élection présidentielle. Et à partir de là, chacun va peser sa véritable force. Mais leur intérêt, c'est de s'unir, selon Babacar Dione. Benno Bokk Yakaar, PDS, la force de frappe pourrait être décuplée. Babacar Dione, journaliste, directeur de publication de l'I Quotidien. Mais bien sûr, ils auront ces partis d'obédience libérale qui sont des héritiers, comme ils l'ont dit, d'Abdoulaye Wade, auront plus de chances de passer au premier tour, s'ils se rassemblent, ça c'est clair. S'ils parviennent à trouver un candidat unique, ça je crois que vraiment leurs chances vont décupler pour passer à l'élection présidentielle. Maintenant, s'ils en sont conscients, en laissant de côté leurs intérêts particuliers, partisans, oui, ils peuvent le faire. Mais s'ils pensent aujourd'hui, comme chacun se dit que je représente maintenant l'héritage d'Abdoulaye Wade, Karim Wade peut le dire. Quand même, le PDS a évolué entre-temps et a pu avoir beaucoup de scores. Le PDS peut se dire que oui, on est mieux placé que quiconque, on va aller aux élections, mais le risque quand même, vous l'avez dit, le risque c'est de faire comme Feu Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse. Le rêve d'Abdoulaye Wade, c'est que les libéraux restent au pouvoir durant 50 ans. Ils en ont consommé une vingtaine d'années entre 2000 et 2024. Mohamed Ali Mouba. Une coalition de 10 amicales d'étudiants et associations de Sénégalais de France appelle à la reprise des cours à l'université Cheikh Anta Diop. Si elle condamne la violence, la coalition estime toutefois que l'accès à l'éducation et à l'enseignement supérieur ne doit pas être relégué au second plan. Ndeye Fatou Ndiaye, étudiante en sciences politiques à l'université de Nanterre, est la coordonnatrice de l'initiative et le au micro de Cheikh Sidou Silla. L'université est fermée parce qu'elle a été attaquée et brûlée. Nous, étudiants sénégalais en France, au même titre que nos camarades au Sénégal, estimons que l'accès à l'éducation et à l'enseignement supérieur ne doit en aucun cas être relégué au second plan et sommes conscients de l'enjeu qu'il représente pour l'émergence de notre société. C'est pourquoi nous sommes unis dans notre volonté de voir l'UCAD rouvrir ses portes dans les plus brefs délais et dans des conditions totalement inclusives des personnes en situation de handicap et de garantir la poursuite de l'année universitaire 2022-2023. Nous demandons aux autorités compétentes de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des étudiants et du personnel universitaire, tout en veillant à ce que l'accès à l'éducation supérieure ne soit pas compromis. Cependant, nous condamnons la violence et la destruction des biens matériels, patrimoine et archives de l'université pour des raisons politiques.
À Touba, le complexe universitaire Cheikh Ahmadou Khadim a 5 ans aujourd'hui. Il pose la première pierre. En effet, c'était le 5 décembre 2018. Aujourd'hui, le complexe accueille plus de 1000 apprenants dans les filières de l'Institut islamique et le même nombre est attendu pour l'année académique 2023-2024, nous dit Pape Balagué. 5 ans après la pose première pierre, le complexe universitaire Cheikh Ahmadou Khadim de Touba continue sa vitesse de croisière après le lancement des activités pédagogiques depuis son inauguration le 6 février 2023. Le Majalis, l'Institut coranique et une partie de l'université fonctionnelle, professeur Morfaï, coordonnateur du conseil académique du complexe universitaire Cheikh Ahmadou Khadim, dresse un bilan satisfaisant des activités. L'Institut Coran actuellement accueille 800 apprenants. 800 dongodars sont maintenant à l'Institut Coran en ce moment-là. Et les apprenants qui sont pour tous en régime d'internat. Ils sont sur place, ils sont hébergés, logés, restaurés et en plus de l'éducation qu'on leur donne. Et si nous prenons le Majalis accueille généralement des apprenants ayant déjà mémorisé le Coran et qui veulent approfondir dans les sciences religieuses. Ce Majalis, cet établissement, a actuellement un effectif de 260 apprenants. Et si nous prenons l'université n'a pas démarré pour le moment dans toutes ses facultés ou UFR, mais il y a quand même 2 UFR qui ont démarré. C'est l'UFR des islamiques et arabes et l'UFR des sciences et métiers de la santé. Et les étudiants donc, de l'université sont actuellement au nombre de 223. Plus de 1000 apprenants en son sein. Pour l'année académique 2023-2024, 2000 étudiants y seront régulièrement inscrits, annonce le professeur Morfaï, avec l'ouverture d'autres UFR. 2023-2024, donc d'ici 6 janvier, il y aura un total de 2000 apprenants à l'échelle du complexe. Et ça, c'est extrêmement important. Cela maintenant, sans compter les nouvelles structures aussi qui accueillent ces apprenants-là. Parce que, comme vous le savez, à partir de 2023-2024, donc à partir de la présente année, nous comptons ouvrir, pour ce qui est de l'université, de nouvelles filières. Pour une parfaite réussite de l'enseignement-apprentissage, des partenariats et conventions ont été signés avec l'ONFP et d'autres universités à travers le monde. Papa Balagué, Touba, Radio Futur Média. Ce mois de décembre, mois de festivité avec les fêtes de fin d'année. Si certains pensent que la fête est une nécessité, d'autres estiment que les conditions économiques, financières et sociales ne permettent pas pour cette année de célébrer les fêtes de fin d'année avec la conjoncture qui prévaut. Ces derniers indiquent que les priorités sont donc ailleurs. Leur réaction que nous écoutons dans ce reportage signé Rokhaya Samb. À quelques jours des fêtes de fin d'année, les préparatifs pour certains, au moment où d'autres estiment qu'avec la situation économique du pays relativement difficile, la fête est classée au second plan. C'est le cas de Tchambabel, la trentaine rencontrée à la Médino. On n'a pas la tête à faire la fête, c'est vraiment difficile. Mamadou, de son côté, ne se sent pas concerné par ces fêtes. Je ne célèbre pas ces fêtes de fin d'année. C'est pas mon année, moi. C'est l'année des Occidentaux, particulièrement français, qui nous ont imposé ça. On note une grande différence entre la célébration d'auparavant et celle d'aujourd'hui, constate Maïdiagne. Avant, à cette période-là, vous sentez qu'on est dans le mois de décembre. Maintenant, on s'en fout parce qu'il y a des choses, le pays est mal tourné, il n'y a pas d'argent, la politique. Avant, vous voyez que les filles allaient porter des habits tout neufs, des ensembles de costumes. Il n'y a plus d'atmosphère. Justement, la jeunesse s'en fout de la fête. Ils ne s'occupent pas de la fête. Les fêtes de fin d'année sont une coutume chez les chrétiens, mais aujourd'hui, elles sont devenues une affaire de tous avec le dialogue islamo-chrétien qui est une réalité au Sénégal. Du coup, certains en profitent pour passer de bons moments avec la famille. RFM. L'actualité internationale. Le journal international présenté par Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Au Mali, les violences contre les populations commises par les groupes armés terroristes ont augmenté. Particulièrement dans le centre du pays, la direction de l'information et des relations publiques des armées a fait le point de la situation sécuritaire lors d'une conférence de presse. Le directeur de la DIRPA a également expliqué que le mois de novembre a été marqué par le déploiement des forces armées à Kidal et la diminution des attaques contre les femmes. Voici le colonel Souleymane Dembélé au micro de notre correspondant Zanga Abdoulaye Ouattara.
Les FAMA continuent de consolider les acquis à Kidal. Le réseau GSM qui avait été saboté a été rétabli. Les activités économiques reprennent petit à petit à Kidal. Les enfants ont repris alors le chemin des classes. Hier, dimanche, les FAMA ont repoussé successivement des attaques terroristes contre 3 postes dans les localités de Labezanga, Gossi, Tessalit et Menaka. Plusieurs véhicules, motos et armes ont été récupérés. Dans le théâtre centre, nous constatons une diminution des attaques contre les postes FAMA, mais à une augmentation des exactions contre la population civile. Le théâtre sud vient d'être renforcé. Au Nigeria, l'armée bombarde un village par erreur. Au moins 85 morts suite à ce bombardement survenu dans l'état de Kaduna dimanche soir lors d'une célébration religieuse. Des dizaines de blessés ont été évacués à l'hôpital et les opérations de secours se poursuivent. Nafissatou Silla. Le bilan du bombardement a été revu à la hausse ce mardi matin. L'Agence nationale de gestion des urgences confirme les autorités locales selon lesquelles 85 corps ont été enterrés jusqu'à présent, même si les recherches se poursuivent. L'armée nigériane reconnaît maintenant être à l'origine de cette frappe de drone commise par erreur. Le major Okono, cité par RFI, a expliqué que l'armée nigériane était en mission de routine contre les terroristes, mais que malheureusement les populations de Tudunbiri ont été touchées. Le ministre de l'Information ajoute que des dizaines de personnes sont actuellement à l'hôpital pour blessures. Et le bilan s'est également alourdi en Tanzanie. Le dernier bilan du glissement de terrain survenu le week-end dernier fait désormais état de 57 morts suite donc à des pluies diluviennes qui se sont abattues samedi dans la ville de Katesh au nord de la Tanzanie. Khoudiadja. Le nombre de morts passe de 47 à 57 selon un nouveau bilan communiqué ce lundi par les autorités tanzaniennes. Les recherches et opérations de secours étaient en cours ce lundi 4 décembre. Cela pour retrouver des personnes qui pourraient être ensevelies par la boue, a déclaré Kassim Majaliwa, le premier ministre qui était en visite à Katesh. Ces pluies diluviennes balaient depuis samedi cette ville qui est à environ 300 km au nord de la capitale Dodoma. Des dizaines de véhicules et habitations ont été emportés. La présidente Samia Suluhu Hassan a même écourté son voyage à Dubaï pour la COP28 sur le climat. Nous avons jusqu'ici perdu 57 de nos frères et sœurs dans cette catastrophe et 85 sont toujours soignés, a-t-elle déclaré. Une centaine de maisons ont été avalées par les flots de boue, a indiqué Queen Sandiga, une responsable régionale. Et puis la guerre entre Israël et le Hamas. De violents affrontements ont éclaté dans la nuit de lundi à mardi dans le sud de la bande de Gaza. Près de Khan Younes, l'armée israélienne a intensifié ce mardi ses opérations contre des combattants du Hamas dans le sud de la bande de Gaza. L'ONU craint un scénario encore plus infernal pour les civils. Khan Younes est depuis la fin de la trêve le nouvel épicentre des tensions avec des raids aériens vers Rafah. Par ailleurs, l'agence palestinienne Wafa annonce plusieurs morts dans une frappe à Gazaville. Tous les services de télécommunications sont actuellement à l'arrêt en raison d'une coupure des principaux réseaux de fibres du côté israélien. Suleiman. Merci Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, dans une dizaine de minutes, nous débattrons du faux monnayage et du trafic de faux billets au Sénégal, prétexte une énième saisie d'argent contrefait à Keur-Massar. Et pour en parler, nous serons avec M. Cherna Keita, commissaire de police à la retraite, ancien directeur de l'OCRTIS, et M. Abdoulaye Seck, économiste spécialiste en banque, finance et gestion des risques. RFM Sport. L'actu des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Football féminin pour commencer, le Sénégal croise l'Égypte au Caire. Ce sera à partir de 16h, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. À l'aller, le Sénégal avait battu l'équipe égyptienne sur le score de 4-0. Il va falloir maintenant jouer sérieux, appliqué pour valider ce résultat afin de se qualifier pour la CAN. Mam Moussa Sissé, entraîneur de l'équipe nationale féminine du Sénégal, avec le service de presse de la Fédération sénégalaise de foot.
elles sont conscientes de l'objectif. Elles sont décidées à faire un bon résultat ici. On vient de terminer notre dernière séance, notre séance de veille de match. Mais j'ai senti un groupe très concentré, très motivé, qui a envie de terminer le job ici. Et je pense qu'elles ont le moral, l'équipe vit bien, il y a une bonne ambiance dans le groupe. Mais sur le terrain, il y a une grande concentration, une grande sérénité. Et je pense que nous devons tout faire pour, sur ce terrain, qu'on puisse jouer sur cet état d'esprit-là. Comme on l'a toujours fait, on demande au public sénégalais de prier pour nous. C'est jamais évident, un match n'est jamais terminé. Mais nous le savons, avec leur prière, avec leur soutien, comme ils l'ont toujours fait, on peut faire un bon résultat ici. L'enjeu est important, c'est une qualification, une seconde qualification à une Coupe d'Afrique. On attend les prières de tout le monde, le soutien. On a déjà des messages, mais il faudrait que ça continue pour que ces filles-là puissent encore grandir dans la compétition en participant à une nouvelle Coupe d'Afrique. Et ça passe par le match de demain qui est très important. Nous parlons de Nawetan avec la zone 3 de Guédiawaye qui joue ses demi-finales cet après-midi. La première va opposer l'ASC Guigui à l'ASC Gounas. Après le football handball, les Lions du Sénégal jouent un match décisif ce soir. Elles sont dos au mur après la défaite face à la Suède lors de la deuxième journée et le match nul face à la Croatie. L'équipe nationale du Sénégal doit gagner pour espérer se qualifier pour le prochain tour. Sodecham nous résume l'enjeu de cette rencontre. Les Lions du handball vont jouer leur survie face à la Chine qui reste sur 2 défaites. Un match à enjeu selon le sélectionneur Yacine Messaoudi. L'enjeu il est important puisque une victoire qualifierait l'une équipe ou l'autre pour le tour principal. Déjà c'est de ne pas se laisser justement sous pression parce que l'enjeu est important. Donc c'est de pouvoir jouer notre jeu, à savoir beaucoup d'agressivité en défense. C'est une équipe chinoise avec beaucoup de vivacité, très technique, qui met beaucoup de vitesse dans son jeu. Raissa Dapina, une des cadres de l'équipe nationale qui participe à sa deuxième Coupe du Monde, estime que c'est une finale. On en a parlé depuis des mois que voilà, notre concurrence allait être la Chine. On a pu faire 2 grands matchs contre des grandes nations et vraiment le maître mot pour demain c'est combativité, pouvoir le donner le meilleur de soi-même et surtout gagner ce match pour pouvoir espérer continuer l'aventure en Suède pour la suite. Jaina Bassi, ailière des Lions, dit bien connaître l'adversaire. Je pense qu'on a une carte à jouer face à la Chine qui est un peu plus, on va dire, frêle, où elles ont des joueuses un peu moins physiques que la Suède. Maintenant, elles ont une très belle équipe. On va essayer d'imposer notre rythme. La rencontre Chine-Sénégal est prévue à 17h. Les Lions doivent obligatoirement obtenir une victoire pour continuer l'aventure. Et elle a franchi la ligne d'arrivée de cette page de sport Suleiman. Merci Malal Junior Diagne. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, cet appel de Macky Sall aux libéraux appelle à conserver le pouvoir. Du haut de la tribune du conclave de l'international libéral qui se tient à Dakar, vous le savez, Macky Sall a ressuscité un vieux rêve d'Abdoulaye